Quatrième édition de Sans détour. Nous avons au plateau aujourd'hui M. Jean-Paul Diaz, ancien ministre, figure emblématique de la scène politique sénégalaise. M. Jean-Paul Diaz est premier secrétaire du BCG, membre de la coalition Macky 2000. Évidemment, M. Jean-Paul Diaz est connu pour son franc-parler, sa liberté de ton, et nous avons le plaisir aujourd'hui de le recevoir pour traiter avec lui des questions d'actualité. M. Mohamed Gueye, c'est vous qui avez démarré avec M. Diaz. Bonjour M. Diaz. Bonjour M. Gueye. Je répète encore mon plaisir de vous avoir en face de moi. Et je démarre directement par la passe d'armes qu'il y a eu lors de la rentrée des cours et tribunaux entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et le premier président de la Cour suprême concernant les problèmes de corruption dans la magistrature. Qu'en pensez-vous? Bon, ce que je voudrais dire, c'est que la réponse facile, c'est de dire ça ne nous regarde pas. Ce sont des membres de la famille judiciaire, pour parler comme nos cousins ivoiriens, c'est eux dans eux. Mais ça, c'est une attitude, je pense, peu responsable. Il faut qu'on soit honnête pour dire que ce qui est reproché à la magistrature, je distingue la magistrature de la justice. Ce qui est reproché à la magistrature, cela est fondé. Lorsqu'on dit qu'il y a trop de mise sous mandat de dépôt, c'est-à-dire le fait de renvoyer quelqu'un en prison, facilement, pour un oui, pour un non, de la part du parquet, c'est la vérité. Lorsqu'on dit qu'il y a des détentions sur de longues périodes, c'est la vérité. De la même façon qu'on ne peut pas dire que la justice est corrompue, lorsqu'on dit qu'il y a de la corruption, des cas ponctuels de ci, de là, dans la magistrature, les magistrats n'ont pas à s'en offusquer parce que c'est la vérité. Voilà. Il y a eu des cas patents ici, n'est-ce pas? Il y a eu le cas de ce magistrat qui était président, je crois, de cour d'appel, vers Podor, Taïfour. Ce monsieur-là a été convaincu de corruption. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a déplacé, on l'a amené au ministère, c'est tout. Il y a eu le cas d'une certaine Dambaye qui était à la Cour suprême ou je ne sais où, qui avait piloté une affaire avec d'autres magistrats. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On l'a mise à la retraite anticipée, n'est-ce pas? C'est tout. Et les autres qui ne devaient plus présider des juridictions pendant un certain temps ont continué leur carrière tranquillement et en ont même présidé. Donc, il faut que les magistrats, là où on met des avocats en prison, il y en a eu, là où on radie du barreau des magistrats, des avocats, qu'on puisse aussi radier clairement, sanctionner clairement des magistrats pour que la confiance puisse venir. Tant que ça ne sera pas ça, il n'y aura pas la confiance. Et il y a des cas évidents. Voilà. Oui. Monsieur Diaz, bonjour. On pourrait presque vous appuyer quand vous dites c'est eux dans eux. Je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ces propos. Mais après, je suis rassurée par votre réponse qui est plus construite. Mais dans le fond, outre le débat interne à la justice entre avocats et magistrats, est-ce que le vrai problème n'est pas dans justement le fait que ça reste entre eux, que le débat reste entre eux et que les justiciables, les citoyens semblent être loin et absolument inaudibles sur ce débat et cette discussion? Est-ce que c'est simplement que ça ne les intéresse pas, ça ne les préoccupe pas, ou est-ce qu'ils ont perdu confiance dans la justice? Est-ce qu'il ne paraît pas surréaliste que ceux qui sont chargés de réprimer la corruption soient eux-mêmes les auteurs de la corruption? Je n'ai pas dit tous, mais il y en a. Ils ne peuvent pas, eux, les magistrats, dire qu'il n'y en a pas. Ça ne serait pas vrai. Mais nous ne pourrons pas dire non plus qu'il s'agit de tout le monde. Ça, ce n'est pas le cas. Vous savez, dans la corruption du magistrat, l'avocat est dedans. Il n'y a pas de corruption de magistrat sans un avocat comme intermédiaire. Moi, j'ai déjà vu des situations où une personne a été mise sous mandat de dépôt, n'est-ce pas? Et parce que la personne m'a dit, c'est parce que celui qui a porté plainte contre moi a payé. Mais moi aussi, je ne vais pas durer ici. Dès la prochaine séance de flagrant délit, je vais partir. Et il est parti parce que moi aussi, mon avocat a remis 250 000. Alors si de chaque côté, on a remis 250 000, c'est quand même un demi-million. Voilà. Donc, alors, le citoyen n'est pas audible parce que quelque part, il est dans la crainte. C'est normal. On respecte tellement les juges, on les respecte tellement qu'on craint. D'ici à ce qu'on vous dise, oui, des preuves, des ceci, de cela. L'affaire de Mme Gueye, ça aurait été vous ou moi, mais il y a longtemps qu'on serait en prison. Mais comme c'est eux dans eux, on fait attention. Maintenant, on dit on va faire une commission pour... Et quand les magistrats ont des vrais problèmes, mais qui les juge? Personne. Personne ne les juge, ce n'est pas juste non plus.
On m'a signalé qu'au Canada, puisque vous parliez du Canada... Mais le Haut Conseil de la magistrature devrait quand même répondre de ces questions. Ah, peut-être. On devrait avoir un système, mais à ce moment-là, il devrait de temps en temps avoir une formation différente. Il faudrait que des citoyens siègent. Voilà, oui, des militaires siègent, ou je ne sais pas moi, des gens d'ailleurs siègent, des universitaires ou autres. C'est ça. Le problème, on ne peut pas, ils ne sont pas, ce n'est pas des saints. On ne peut pas les sacraliser. Ils doivent être sacralisés par leur comportement. Mais il y a des situations claires ici d'enrichissement personnel, visible, flagrant, et vraiment qui amène à se poser des questions. Si vous dites que la corruption est normale dans notre société. Non, je n'ai pas dit qu'elle est normale, j'ai dit qu'elle existe. Elle existe dans notre société. Oui. Donc, quel regard, quelle image avez-vous de l'affaire Lamine Diack, dont on dit qu'il a reçu de l'argent de la corruption en Europe et qu'il a, financé, dont il a permis de financer une partie de la classe politique sénégalaise? Vous parlez de Lamine Diack, je voudrais d'abord ici le saluer comme un jeune frère en direction de son aîné, lui étant digne fils de Dakar. Je voudrais, en ce début d'année nouvelle, lui souhaiter la bonne année. Je souhaite que 2016 soit pour lui une année de bonne santé, compte tenu de son âge surtout, qu'elle soit pour lui une année de bonheur, de tranquillité, de sérénité, de paix de l'âme et de l'esprit. Et je voudrais que les nuages qui planent sur lui aujourd'hui se dissipent au cours de cette année. Tout ce qu'on dit de Lamine Diack est injuste. Les raisonnements que vous faites, les commentaires que vous les faites à partir d'une publication issue, semble-t-il, de PV d'instruction. Or, tout le monde sait que les procès-verbaux d'instruction sont secrets. Et tout le monde sait que les publier, c'est un délit. Donc, vous êtes en train de raisonner sur quelque chose qui est illégal. À partir de ce moment... Je vous rappelle que Lamine Diack a accordé une interview à RFM dans laquelle il a avoué avoir reçu de l'argent et arrosé la classe politique. Non. Je n'ai pas entendu toute cette interview, mais de ce que je sais, vous dites que par exemple Lamine Diack a eu de l'argent, il a par exemple aidé les gens des assises, il a contribué 9,5 millions en 2 fois. Entre autres, il y a plus de 15 ans que Lamine Diack gagne plus de 15 millions par mois, CFA. Il y a plus de 15 ans que Lamine Diack a, dans ce pays-là, à Monaco, un standing de chef d'État, il a un traitement de chef d'État, il a même dépassé le niveau du salaire. Donc quand il donne aux assises 9,5 millions, en quoi les gens des assises sont responsables? Ils sont responsables de rien du tout. En quoi ils peuvent douter de la valeur de cet argent? En quoi Lamine Diack ne peut pas le faire? Il peut le faire. Les gosses de Y'en a marre, par exemple, ils ont reçu de l'argent du gouvernement américain. Pourquoi le gouvernement américain donne de l'argent à des jeunes pour s'intéresser à la politique interne d'un pays comme le Zaïre, enfin le Congo? Indiqué, tout le monde sait qu'ils ont reçu ce financement. Mais attendez, eux-mêmes quand ils ont reçu, à l'époque, l'argent de la drogue. Attendez, à l'époque, quand ils avaient reçu de l'argent de Lamine Diack, ils l'ont dit devant tout le monde. USAID, pareil. Le ministre français des Affaires étrangères est venu ici, il les a rencontrés. Personne ne peut nous faire croire qu'il n'a pas remis de l'argent directement ou indirectement. Donc eux, Y'en a marre, recevant de l'argent de Lamine Diack, en quoi ils sont responsables? En rien du tout. Et cet argent que Lamine Diack a pu leur donner, Lamine Diack peut le donner de sa poche. Maintenant, vous dites, il a avoué, moi je dis ce n'est pas un aveu, il y a des conditions pour un aveu, il y a des règles pour dire ceci est un aveu, ce n'est pas une déclaration dans un journal ou dans une radio. D'abord, pour le moment, j'en suis à la situation où nous tous, faisons des commentaires sur un acte illégal, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, moi, ce commentaire... Le fait, pour vous, ce qui est illégal, c'est-à-dire le fait qu'on ait publié des aveux circonstanciés. Non. Donc, vous exonérez l'acte. Non. Je vais vous dire, l'aveu, quand vous faites l'aveu, vous devez déjà prêter serment. Il n'a pas prêté serment quand il parlait au juge d'instruction. On ne prête pas serment. Donc, ce n'est pas un aveu. OK. Et voilà. C'est pas un aveu. Non, mais quand même, ça réduit la culpabilité de Lamine Diack. Je dis pour le moment, là où je suis, les éléments que je détiens par la presse essentiellement, et c'est le cas de la majorité d'entre nous, je dis que Lamine Diack ne peut pas être indexé. Ceci dit, je déplore que les gens pour qui Lamine Diack a beaucoup fait dans ce pays, des gens qu'il a secourus, je pèse mes mots, je dis secourus, pour qui il a payé des ordonnances, des hospitalisations.
il a défrayé comment on appelle ça, des huissiers qui étaient devant leur porte pour cause de dette ou cause de loyer impayé, etc., etc. Ces gens ne se manifestent pas. Il a fait beaucoup de bien dans ce pays. Comprenez? Maintenant, qu'il ait soutenu des gens en politique pour qu'on se débarrasse de Wade, mais il avait raison. Pourquoi vous voulez vous en offusquer? Mais s'attaquer à l'action de Wade pour se débarrasser de lui, c'était prendre part à une œuvre de salubrité publique. Lamine Diack a fait preuve d'éléments qui a pris part à une œuvre de salubrité publique. Il avait raison. Voilà. Et pendant qu'on y est, Wade, lui, tout l'argent qu'il avait et qu'il donnait gauche-droite, la corruption du gars du FMI, n'est-ce pas? Les scandales OCI, les scandales Fesman, les autres scandales. Alors, arrêtez parler de Wade. Il avait raison de nous... Et puis en plus, 65% des Sénégalais ont voté contre Wade. Donc eux aussi, il faut les indexer. Et bien voilà. Bon, toujours Les pour cadeaux continuer fiscaux. sur Wade. Oui. En fait, la presse vient de révéler aujourd'hui, comme par hasard, que c'est le vrai fond de son conflit avec Idrissa Seck portait sur plus de 60 milliards. 74 milliards. 74 milliards, en fait. Alors, et qu'est-ce que ça... Non, C'est vos anciens frères du PDS. Oui, c'est-à-dire que je ne m'étendrai pas trop dans cette affaire. Ce que je peux dire, c'est que vous devez comprendre que le milieu politique, dans le milieu politique, il y a de l'argent. Voilà, c'est comme ça. C'est comme dans les ONG, il y a de l'argent. Dans le milieu politique, il y a Et de les l'argent. politiciens sale doivent s'en ou bien- servir comme ils veulent. Attendez. Quel type d'argent? Il y a de l'argent. Quel type d'argent? Il y a de l'argent. Donc, cet argent-là, ce n'est pas de l'argent qui a été envoyé, semble-t-il, c'est de l'argent venant du Koweït ou de je ne sais où, qui a été envoyé à Ablaye Wade. En tout cas, ce n'est pas l'argent envoyé à l'État du Sénégal. Mais Wade, en tant que chef d'État, peut recevoir de l'argent. Wade, en tant que chef d'État, donne de l'argent. Nous autres, on reçoit de l'argent, on donne de l'argent. De nos amis, de l'étranger, de tout. Quiconque en politique dit qu'il n'a jamais reçu de l'argent de qui que ce soit, ou qu'il n'en a jamais donné à qui que ce soit, est un menteur. On reçoit de l'argent, on donne de l'argent. Donc vous, en tant qu'homme politique, il vous est arrivé de recevoir de l'argent pour financer vos activités politiques. Mais comment voulez-vous que je paye le carburant, que je paye les voitures, je les loue, je ne les achète pas, que je paye les frais pour intéresser ceux qui m'accompagnent, c'est-à-dire les griots, bon, etc. Les frais d'organisation. Il y a les sonos, quand vous venez quelque part, les sonos, ça se paye. Il n'y a plus de bénévolat. Qui vous financez de façon aussi occulte? Mais ce n'est pas des financements occultes, ce n'est pas des choses cachées. C'est de l'argent qu'on reçoit de nos amis, des gens qui nous soutiennent. Que ça peut être des gens du Sénégal, vivant au Sénégal, comme des gens du Sénégal, vivant à l'étranger. Et en contrepartie, vous donnez quoi? Mais on ne donne rien du tout, puisqu'on n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on donne? On ne donne rien du Et tout. si vous êtes au pouvoir? Vous savez que les gens peuvent avoir de la sympathie pour l'action que vous menez et ils vous soutiennent. C'est comme si aujourd'hui, vous créez un journal. Je dis, ce journal a une ligne éditoriale, vraiment, qu'on doit encourager. Je vous soutiens, c'est sans contrepartie, c'est tout. En politique, il y a de l'argent. Dans les ONG, il y a de l'argent. Il faut arrêter de faire croire que c'est des curés qui sont là et qui gèrent la politique. Ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, cet argent-là, une fois de plus, c'est eux dans eux, n'est-ce pas? Je n'en connais pas les tenants et les aboutissants. La seule chose que je dis, ça c'est tout à fait personnel. Je pense que dans ces choses-là, il faut être loyal. Si moi je vous demande, M. Gueye, d'aller voir Seyni pour récupérer de l'argent et me l'amener, vous devez être loyal. C'est ça que je dis. Ça, je suis formel là-dessus. Ou alors, vous ne faites pas la mission, vous n'accomplissez pas la mission. Il faut être loyal. Je ne pense pas que ce soit juste d'aller... Moi, je peux dire à quelqu'un... En fait, c'est la loi des grands bandits, en fait. Ce que vous dites là, c'est ce qu'avait dit, probablement. Pardon, ça les lie, Ils ont eux. le moral aussi des grands bandits. Ça les lie, eux, dans eux. Moi, je dis que si j'envoie quelqu'un voir M. Gueye ou sa fille ou quelqu'un d'autre pour récupérer de l'argent, me l'amener, il doit me l'amener. Si je dois lui donner, je lui donne. Si je ne lui donne pas, Donc, je lui il y a donne. de l'éthique dans le grand De banditisme. toute façon, non. Mais les grands bandits ont de l'éthique. Ils ont un code d'honneur. Les grands bandits ont de l'éthique. On ne s'attaque pas aux femmes, on ne s'attaque pas aux enfants. On respecte sa parole, on ne signe rien du tout.
Ah ben, ils sont des fois des gens plus honorables que ceux qui sont parmi nous là, ici. Bien. Donc, Oui, Monsieur Sophie. Diaz, j'entends et je pense que tout le monde devrait pouvoir entendre ce que vous dites. Il y a de l'argent en politique. Oui. Et la politique, après tout, Mais elle c'est coûte cher. une action publique et dans l'intérêt du public et devrait pouvoir être financée par des amis. Ça s'entend. Maintenant, il y a quand même des questions éthiques qui se posent. Et il y en a une principale qui est il ne faut pas que l'argent devienne le déterminant du jeu politique. Je pense que c'est la préoccupation générale. Il y a plus ou moins la question de la provenance de l'argent. Ça peut être compliqué ou secondaire. Il y a la question de ceux qui sont au pouvoir, comment s'assurer qu'eux ne pipent pas les dés. Alors, mais tout ça, c'est comment s'assurer que l'argent ne soit pas le déterminant. On fait quoi avec ça? moi, je crois qu'il faut une réflexion. Je vous donne un exemple. Lorsque moi, je veux aller aux législatives, je souhaite y aller la prochaine fois, il me faut cautionner 20 ou 25 millions. Vous croyez que ça sort de ma poche, là? C'est pas possible. Comprenez? Il faudrait baisser ça? Non, je ne sais pas. Il faut réfléchir. Moi, si vous le maintenez à ce niveau, ce n'est pas mon problème. Mais j'irai voir M. Gay. J'irai le voir lui. J'irai vous voir vous. Sauf que vous êtes mes amis ici au Sénégal. J'ai des amis à l'étranger. Je ne vais pas me gêner. Parce que des fois, la loi est prise elle-même, elle est hypocrite. C'est ça la vérité. Les chefs d'État entre eux reçoivent de l'argent les uns des autres. C'est ça aussi la vérité. Alors, il faut Ou bien on met les cartes sur table, tout le monde joue le même jeu, mais l'État aussi. Je vous donne un exemple. Au Cap-Vert, quand le président de la République doit aller aux élections, par exemple, il y a des élections, il doit se représenter. Il quitte le palais, d'abord là-bas, il n'est même pas logé dans un palais, il habite chez lui. Mais il quitte le bureau, je veux dire, il redevient un candidat comme tous les autres. Le Premier ministre aussi, qui doit se représenter pour les législatives, il quitte la primature, on nomme un Premier ministre. N'est-ce pas? En général, c'est lui qui propose, on nomme. C'est-à-dire les gens qui sont dans une fonction officielle quittent la fonction officielle. Mais ça serait un élément d'encouragement. Mais pourquoi voulez-vous que ceux qui sont au pouvoir restent dans des positions où ils utilisent les voitures de l'État, l'essence de l'État, les gardes, tout, et pendant ce temps, ceux qui sont dans l'opposition n'y ont pas droit. C'est pas Mais juste. pourquoi on n'entend jamais ces propositions? Qui Ah, va mais je vous appeler le dis. à cette grande réflexion-là? Ah ben appelez-moi dans les télés, je vous le dirai. Mais dans ces conditions, Si vous ne m'appelez pas, je ne peux pas vous le dans dire. ces conditions, quel cadre légal pourrait-on donner au financement des partis politiques? Moi, je vous dis, je dis pas non. Hein. Je suis un peu réservé, je dis pas non. Parce qu'il y a trop de partis, tout le monde est d'accord. Mais là, dans cette affaire-là aussi, il faut que le ministère de l'Intérieur balaie devant sa porte. Il y a des partis qui n'existent plus. Il faut les sortir du fichier. Il faut assainir le fichier. Au lieu de dire bêtement, il y a 200, non, assainissez le fichier. Audit du fichier. Pardon? Il faut un audit du fichier. Audit. Du fichier pour savoir qui est qui. Il y a des partis qui ont disparu. Le PLS a disparu. CDP Garabgui a disparu. Le parti de Zahra Yankam a disparu. Etc. PAIM a disparu. Bon, il faut les enlever, premièrement. Ensuite, il faudrait qu'on parte peut-être sur des critères. On dit maintenant, tout parti politique. D'abord, il faut commencer à mettre fin aux coalitions. Tous les partis politiques se présentent seuls aux élections. Voilà, on clarifie. Tout parti politique qui, dans un délai de 5 ans, ne s'est pas présenté aux élections et n'a pas eu d'élu est dissous. Le PIT va être dissous. Pardon? Qui? Le PIT va être dissous. Je m'occupe, en tout cas, BCG ne sera pas dissous. N'a pas d'élu, sera dissous. Ensuite, c'est-à-dire on monte en puissance. On ne fait pas tout d'un seul coup. Si vous dites tout parti qui n'a pas 5%, 5% de 3 millions, c'est beaucoup de voix. On ne peut pas marcher comme ça. On commence par des critères simples. C'est d'abord se présenter, seul, sans coalition. En 5 ans, il y a la présidentielle, la législative, il y a les locales. Si dans tout ça, vous ne vous êtes pas présenté, on vous dissout. Si dans tout ça, vous vous êtes présenté, vous n'avez pas d'élu, on vous dissout. Oui, Voilà, il faut et on d'abord avance. C'est simple et frappé au On coin a- du bon sens. Pourquoi est-ce que ça n'est pas déjà fait et depuis longtemps? Même, je ne suis Pourquoi? pas le ministre de l'Intérieur. Voilà, maintenant, on va essayer d'aborder la seconde partie de cette émission, évidemment en faisant juste une petite transition sur la nouvelle qui est parue dans la presse, qui concerne effectivement le syndicat des impôts et domaines, qui fustige, qui s'en prend véritablement au ministre des Finances, lui reprochant d'avoir fait un cadeau fiscal de l'ordre de 300 milliards aux grosses entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Diaz? Si l'information est vraie, et je n'ai pas de raison de douter qu'elle soit vraie, je trouve que ce n'est pas normal. Ça, c'est le minimum. Je dirais même que c'est scandaleux. Il faut que le gouvernement revienne là-dessus. Ce n'est pas normal. 300 milliards, c'est énormément d'argent.
C'est 10% du budget de l'État. On peut faire beaucoup de choses avec. Moi, je ne suis pas pour qu'on exacerbe la pression fiscale sur les entreprises, surtout les entreprises qui payent un minimum. Mais on ne peut pas se permettre de céder 300 milliards à des entreprises où déjà on voit des dépenses complètement injustifiées, etc. N'est-ce pas? Je crois que ce n'est pas normal. Moi, je soutiens ces hauts fonctionnaires-là. Voilà. Et je les félicite d'avoir attiré l'attention des uns et des autres sur cette affaire. Il faut que le gouvernement revienne dessus. 4e édition de Sans Détour, la deuxième partie de cette émission, M. Ibrahim Elissa Faye sur le volet politique. Oui, M. Diaz, le volet politique est surtout marqué par la polémique sur le mandat. D'aucuns pensent qu'il y a en tout cas un flou autour du calendrier républicain. On ne sait pas quand est-ce qu'on va aller aux élections. Et ce qui a exacerbé cela, c'est en fait la promesse du président ou du candidat Macky Sall de faire 5 ans. Alors, pensez-vous en tout cas que le président doit actuellement, ou en tout cas prendre une décision pure et simple, de donner une date pour les référendums ou en tout cas la prochaine présidentielle? Il ne peut pas le faire parce qu'il ne sait pas s'il est autorisé à faire un référendum ou pas. Ça, je vais y revenir. D'abord, le calendrier républicain, c'est que l'élection présidentielle a lieu en 2019. Aujourd'hui, janvier 2016, au moment où nous parlons, le calendrier républicain dit que l'élection présidentielle, c'est... Est-ce que l'engagement du président ne fait pas partie du calendrier républicain? Mais non, ça n'a pas de valeur. Je vous renvoie à une décision du Conseil constitutionnel quand on a opposé la déclaration de Wade où il avait dit « j'ai verrouillé, je ne me représente plus ». Le Conseil a dit que la déclaration du président de la République, tant qu'elle n'est pas transformée en loi, ne lie personne. Donc ça n'a pas de valeur. Ensuite, le calendrier républicain dit aussi que les législatives, c'est en 2017. Maintenant, le président de la République a fait sa déclaration pendant la campagne électorale. Nous, BCG, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que s'il nous avait dit au moment où on le soutenait que c'était pour 5 ans, je vous garantis que peut-être on ne l'aurait pas fait. Voilà. Ensuite, moi, j'étais supposé être conseiller spécial, il ne m'en a pas parlé. Donc, quelque part, ça ne me lie pas. Voilà. Alors, le débat aujourd'hui, il a parlé le 31 décembre. Alors, je voudrais d'abord, à la suite du Premier ministre, dire à ceux qui sont professeurs de droit là, d'aller dans leurs amphis et de se coucher là-bas et de nous laisser tranquilles. C'est nous qui faisons la politique. Eux, ils sont là que pour interpréter, que pour analyser quand on a fini de faire. Ils sont dans leur rôle, monsieur. Ils ne sont pas dans leur rôle. Mais ils ne doivent pas éclairer. Ils n'éclairent rien du tout. Ils sont en train de mettre la cacophonie, n'est-ce pas? Et ils sont en train de porter préjudice à leur corporation. Mais on n'est plus dans une justice ouverte, donc. On n'est plus dans une justice ouverte. Je vais vous dire. L'autre jour, il y a un éminent parlementaire qui me dit qu'il a 3 enfants qui font des études de droit. Chacun des enfants travaille avec un professeur, enfin, étudiant d'un professeur de droit constitutionnel. Sur la même question, il y a 3 réponses différentes. Vous croyez que c'est sérieux, ça? Vous croyez que moi, si j'étais malade, qu'un médecin vient me dire « Ah oui, mais il faut vous inciser », que l'autre dit « Ah non, il faut vous couper le pied », et que l'autre vient me dire « Non, c'est que la douleur du pied est dans le cerveau, il faut... » C'est pas possible, comprenez? Ils sont en train de se discréditer eux-mêmes. Voilà, ça, c'est pas sérieux. Voilà. Et il y a beaucoup d'énormités. Qu'est-ce qui doit se passer? Attendez, qu'est-ce qui doit se passer? Vous ne disiez pas ça. Quand ça? Sous Wade, vous ne disiez pas ça. J'ai jamais dit quoi? Que les professeurs d'université restent dans les amphis. Mais ils ne s'étaient pas mêlés de quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à rester dans leurs amphis. On dirait qu'ils s'ennuient là-bas. Ils souffrent de manque de reconnaissance sociale. Ils viennent nous pomper l'air avec leur truc. Pour dire des énormités. Là, la loi, la Constitution dit que le président de la République doit demander l'avis du président de l'Assemblée nationale, recueillir, et l'avis, celui du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, j'ai lu un Mounir Oussis qui disait de ces âneries incroyables. D'abord, les avis, aussi bien du président de l'Assemblée nationale que du Conseil constitutionnel, ne lit pas le président. Lui, il dit que ça le lit. C'est faux. Ça ne le lit pas. Il doit, comme dit le grand Serigne de Dakar, Ablaye Matar Diop, il devrait quand même en tenir compte. Parce que s'il ne tient pas compte, moi demain le Conseil fait un truc,
je C'est quoi respecte tenir pas. compte? Ce serait quoi? Non, en tenir compte, on tient compte. À partir de là, on dit je fais ou je ne fais pas. Ça ne le lie pas. Ça veut dire que si le Conseil lui dit, comme je l'ai démontré, vous ne pouvez pas aller au référendum pour diminuer votre mandat, il doit dire, après tout, c'est une autorité qui me le dit. Moi, chef de l'État, je ne respecte pas cette autorité, c'est un problème. Mais si on lui dit ça, Et il dans peut le dire... cas d'espèce, faire quoi? Non, mais dire le Conseil me bloque, je ne peux pas. J'y vais pas. Donc pas de référendum, pas de Pas de réduction du mandat. attendez, pas de référendum, pas de réduction du mandat. Deuxièmement, donc ça, il doit en tenir compte. Donc si le Conseil lui dit non, moi j'ai déjà démontré que le Conseil lui dira non. Le Conseil lui dira brièvement, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sur ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez prêté serment devant nous, Conseil, même si ce n'est pas les mêmes individus, devant nous, Conseil, de respecter la Constitution. La Constitution, vous avez imposé un mandat de 7 ans, vous devez le faire. Maintenant, non seulement vous ne pouvez pas le faire, mais le Conseil devrait même aller plus loin et dire, effectivement là, Ablaye Mata a raison, le Conseil devrait dire, vous n'auriez pas pu l'augmenter, donc vous ne pouvez pas le faire, pour aller autour. Parce que vous savez que si le constituant, c'est-à-dire le peuple sénégalais, va au référendum et dit que le mandat actuel, il faut le diminuer, le Conseil n'y peut rien. Oui, mais les constitutionnalistes pensent qu'en passant par l'article 103 de la Constitution, C'est ils du peuvent contourner l'obstacle Qu'est-ce du qu'on a? référendum. Non. Contourner l'obstacle du référendum. et Non, aller directement- vous voulez revenir à l'article 27 de la 27. Constitution pour dire que, c'est-à-dire que voilà le truc, comment il se présente. Ablaye Wade, ce qu'il avait fait était illégal, fondamentalement illégal. Tout le monde était d'accord. Tous les publicistes étaient d'accord, y compris les Magyons, tout le monde. Bon. Donc, vous voulez qu'une illégalité, sur une illégalité, on recommence une autre illégalité pour rétablir les choses. C'est du n'importe quoi. C'est pas Ça, de la jurisprudence. ça devient du juridisme, ça. C'est plus Ça ne du peut pas droit. être considéré comme de la jurisprudence. Non, mais pas du tout, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, bon, moi, j'ai ma télé chez moi, toi, tu viens me voler ma télé. Bon. Je dis, comme tu m'as volé ma télé, la police t'a pas pris, je vais chez sa fille, je vois sa télé. On me prend, je dis, mais pourquoi vous me prenez? Lui, il avait volé ma télé chez moi, vous ne l'avez pas pris. On ne peut pas le dire en droit, ça ne peut pas se dire. Douman Ken, ça n'existe pas. Voilà. C'est exactement la même chose. On ne peut pas revenir. Ce qu'il avait fait était illégal. Le problème, c'est que cet article 27 avait été écrit par ces fameux professeurs de droit-là. C'est mal écrit. Ils ne savent pas écrire en français. Monsieur Diaz, Monsieur Diaz, au-delà de ce débat, cette querelle constitutionnaliste et de politicienne, etc., Oui. vous avez donné votre sentiment, d'ailleurs que je partage, si je peux me permettre de donner mon sentiment, que dans le fond, moi je pense qu'on devrait laisser respecter le calendrier républicain et c'est laisser le mandat 7 ans, d'une part parce que c'est l'état de la Constitution, d'autre part parce qu'au fond, les mandats de 7 ans permettent dans un pays sous-développé, me semble-t-il, de travailler beaucoup plus confortablement que d'être dans un calendrier électoral aussi serré et trinqué. Mais, et c'est ma question, ne pensez-vous pas que, en l'état, dans les circonstances, vu que le candidat Macky Sall a donné sa parole à l'époque, personne ne l'a obligé, mais il l'a fait. Il s'est peinturé dans le coin tout seul. Et qu'aujourd'hui, il y a probablement un intérêt à respecter la parole politique donnée qui justifierait au fond d'aller vers ça. Non. D'abord, Mais quel argument je vais vous donner les arguments. Vous me les demandez. D'abord, c'est une affaire qui vous intéresse, vous les intellectuels, les paysans là-bas, ils n'en ont rien à cirer. Premièrement. Deuxièmement. Bien sûr. Non, deuxièmement. Deuxièmement, Macky Sall a écrit dans son comment on appelle ça, dans son programme, il l'a dit, nous l'avons dit avec lui, qu'il ferait un gouvernement de 25 mois. Où sont les 25 mois? Pourquoi vous ne l'indexez pas? Macky Sall a dit qu'il allait diminuer le nombre d'ambassades. Il ne l'a pas fait. Pourquoi vous ne l'indexez pas? Il allait diminuer le nombre d'agences. Ouais. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous ne l'indexez pas? N'est-ce pas? Dans son discours, lui étant déjà chef d'État, pas candidat, dans son discours du 3 avril, il avait dit qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait. Pourquoi vous ne lui reprochez pas? Arrêtez de nous dire il a dit. Voilà. Mais M. Diaz.
Je termine par Que vaut Obama. Que vaut la parole présidentielle dans ces conditions? Mais justement. Mais non, pas quand il le disait, il n'était pas président, il était Parole candidat. politique. Oui, mais après, Oui, il a mais réitéré. Mais il y a eu Quand il a été élu, il il y a a eu réitéré. beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. En fait, la vérité, c'est qu'il y a tout un groupe de gens qui, parce que Macky est jeune, 50 ans, c'est un gosse, ils se disent, purée, le mec, il est président de la République, il faut qu'il parte vite. Mais patientez un peu, quand tu auras à réélire, dégagez-le si vous voulez, mais arrêtez de nous dire, il a dit, il a dit. Vous épousez votre femme, vous allez jurer n'importe quoi, Mais monsieur et Diaz, puis après vous quel faites est l'argument n'importe que quoi. monsieur Macky Sall devrait présenter aux Sénégalais Là, pour dire je vais rester, les prochaines élections c'est en 2019. Mais Quel est l'argumentaire? Quel est l'argumentaire qu'il devrait non, c'est pas moi qui dois le dire. Ah oui, parce que vous le soutenez, vous devez quand même pouvoir lui indiquer D'accord. une voie. Je vous ai dit, la première chose, il doit respecter. Ça que ça lit, ça ne le lit pas. Il doit respecter l'avis du président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil constitutionnel et du Conseil constitutionnel en tant que structure. Je voudrais d'abord dire une autre ânerie que le ministre aussi a dit ce matin. Il dit que l'avis du Conseil constitutionnel prime sur l'avis du président. Mais c'est du n'importe quoi. C'est pas pareil. D'accord. C'est des choses qui ne se Sur une autre ressemblent question. pas. Sur une autre question, M. Diaz. Il dit que ça s'appelle une décision. C'est une décision. Ça pourrait plus s'appeler une ordonnance ou n'importe quoi. Il y a des décisions consultatives. Oui, sur une autre question, M. Diaz. En fait, vous déniez en tout cas le droit aux professeurs d'université d'intervenir dans le jeu politique. Je leur dénie le fait de nous polluer l'atmosphère. D'accord, mais toutes les aujourd'hui- décisions, je termine par Oui, ça. oui, Avant votre terminer ma question, question. Je termine avant ma votre question, s'il question, vous plaît. toutes Oui, je les termine ma décisions, question. toutes les décisions, les grandes lignes de la Constitution française de 58, dont nous sommes les héritiers, toutes ces grandes lignes n'ont pas été faites par les professeurs de droit. Ça a été fait par Charles de Gaulle, qui était un militaire dans le discours de Bayeux juste après la guerre. Dans un contexte particulier. D'accord. Peut-être, mais c'est eux. D'accord, mais Eux, M. Diaz, ils doivent être là, analyser, commenter, former leurs étudiants et arrêter de nous pomper l'air en fonction pensant essentielle. que ce qu'ils nous disent, c'est ça qu'ils nous Oui, disent. mais ne pensez-vous pas que- Les acteurs politiques, c'est nous qui faisons la politique. Après, eux, ils nous jugent. oui, La mais ne fonction pensez-vous essentielle pas des que le militaires, c'est pas Sénégal... de rédiger des constitutions, vous comprendrez bien. Non, justement, c'est un militaire qui l'a fait. Les grandes lignes, c'est lui qui l'a tracé. Général de Gaulle, militaire, saint-syrien. Oui, mais d'accord, mais ne pensez-vous pas que le Sénégal, en tout cas la démocratie sénégalaise, est en train de dériver là où aujourd'hui on n'accepte plus la contradiction et également aussi, en tout cas c'est le régime où on compte le plus d'opposants en prison que dans toute l'Afrique. Pour les opposants arrêtés, franchement, je ne peux pas faire le décompte. Moi, Ils sont nombreux quand même. Je ne peux pas faire le décompte. Je ne fais pas le décompte. Je crois qu'avec Wade aussi, on a souvent été en prison. Voilà. Les Oui, mais journalistes, pas autant. même les journalistes, vous Oui, avez mais pas souvent autant, été en quand même. prison. Les opposants ont souvent été en prison. Je ne fais pas le décompte. Donc vous- Ce que je dis, c'est que sur cette affaire qui est sérieuse, je reconnais qu'elle est sérieuse. Je reconnais que c'est gênant d'avoir dit un truc et puis après, surtout comme dit Seyni, de l'avoir répété et puis après on n'y arrive pas. Mais je vais plus loin. Puisque je vous ai dit que la décision du Conseil ne le lit pas, n'est-ce pas? Et je vous dis que moi, dans mon raisonnement, le Conseil lui dira non. Une fois que le Conseil lui aura dit non, il peut aller au référendum. Qu'il aille au référendum. Mais alors là aussi, il faut admettre une chose. C'est que si le pays lui dit non, Macky Sall devrait en tirer les conséquences. Et démissionner immédiatement. Comme l'a fait le général de Gaulle. Ah oui! Ça veut dire, j'ai tenu tête au Conseil, j'ai été jusqu'à lui dire non, je suis allé au référendum, parce que ce que dira le peuple, le Conseil constitutionnel sanctionne tout le monde, sauf Mais de là aller à la démission, c'est de la même manière que... Non, mais de la même manière que Tire les ce que conséquences. dit le Conseil ne le lit pas, Oui. ce que le peuple aura exprimé ne le lit pas davantage. ben voilà. C'est une consultation, On va heureuse évoluer ou parce que malheureuse, c'est mais ça ne le lit pas. La Non, question je vous dis, politique, s'il ne respecte pas, je dis, le Conseil, ça ne le lit pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça ne s'impose pas à lui. Mais Ça la ne candidature s'impose de pas à lui. Khalifa Sall semble vraiment perturber le pouvoir actuellement. Est-ce que Khalifa doit jouer son destin à fond maintenant? Mais vous ne savez pas quand l'élection, c'est 2017 ou 2019. Attendez,
Attendez 2017 ou 2019 L'élection, ça pour se dire. prépare. Mais attendez, déjà, pour le déjà, moment, les à gens- l'heure où nous sommes, la seule certitude, c'est les législatives, c'est 2017, la présidentielle, c'est 2019. Vous ne pouvez pas reprocher à Khalifa de ne pas se... Et puis chacun fonctionne avec son tempérament. Vous ne pouvez pas lui... C'est Jean-Paul Diaz, il aurait dit tout de suite, c'est comme ça. Mais c'est lui, il a son tempérament, et je crois qu'on doit le respecter. On ne peut pas dire... Détermine-toi tout de suite ou ne te détermine pas. En plus, il n'a pas de date. Alors, pour revenir à, je ne sais pas lequel d'entre vous m'avait posé la question, la date du référendum, il ne peut pas y avoir de date de référendum. Alors, lorsque j'ai dit, parce que c'est pas... Pourquoi il ne peut pas y avoir? C'est annoncé pour le mois de mai Attendez, 2016. mais non. C'était annoncé, le président lui-même. Oui, il l'avait annoncé, mais dans son discours du 31 Donc, il décembre... peut se dédire comme ça de façon... Attendez. de se fondre assez désinvolte, Dans hein, son on peut dire. discours, mais vous prenez le gars pour un prêtre, tout ce qu'il dit, il ne doit pas raconter des salades, ou il ne doit pas changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Je vous ai dit, le 3 avril, il a dit devant tout le peuple sénégalais, lui déjà, président de la République, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait. Vous n'avez rien dit. Alors, Mais s'il change aussi souvent, est-ce qu'il Non. mérite la confiance des Sénégalais? Ouad ne l'a pas fait, d'autres ne l'ont pas fait. Vous croyez remonter à Senghor? Avec la sanction que vous Non, avez vue. Ouad n'a pas été sanctionné pour Wahwahet. Ouad a été sanctionné pour malgouvernance, Oui, mais bradage du sur la balance. foncier, Mais Wahwahet a scandale pesé sur la balance, financier. Wahwahet n'a servi à rien du tout là-dedans. Mais ça a pesé Je sur la termine. Vous faites en sorte que j'oublie ce que je voulais dire. Donc, moi, je dis que Macky Sall, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est qu'il peut prendre la responsabilité sur lui de dire oui, le Conseil n'est pas d'accord, mais moi, je vais plus loin, je vais au référendum. Il a le droit. Très bien, on vous a compris. Il pour a ça. le droit. Mais je dis, c'est mon point de vue, si le référendum lui renvoie une réponse non, il devrait en tirer les Il a déjà conséquences. dit qu'il ne démissionnerait pas de toute façon. Non, s'il ne démissionnerait pas maintenant, parce qu'on a suggéré l'idée qu'il démissionne pour se représenter. Mais ça, s'il le fait, il perd le pouvoir. Voilà, avec Sophie, on va maintenant aborder avec vous, pour ce troisième volet de Sans détour, la question très sensible de l'insécurité dans le monde et du terrorisme. Oui, l'insécurité dans le monde et chez nous, à plusieurs niveaux malheureusement. C'est la question, on l'appelle la question du terrorisme aujourd'hui. Il y a une vraie insécurité globale qui est partagée, liée à la question religieuse. Au Sénégal, au Sahel, elle se pose de manière aiguë aujourd'hui. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas exempts de cette insécurité. De votre point de vue, sommes-nous préparés en tant qu'État à gérer la sécurité, la sécurité nationale et à contribuer à la sécurité globale, d'une part, et deux, en tant que société, à protéger nos jeunes générations contre toutes ces dérives. C'est ça. Je commencerai par la fin. Je pense que nous pouvons contrer ça au plan social. Je doute que, en tout cas, au moins dans les grandes agglomérations, je doute que des terroristes puissent prospérer. Ça m'étonnerait. Il m'est difficile de répondre à la première question parce que je ne suis pas aux affaires, je ne sais pas, je ne participe pas à des réunions de sécurité. Ce que je sais, ce que je pense, par contre, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne dans la paranoïa. Nous sommes menacés, c'est très clair. Nous sommes menacés à partir du Mali, à partir de la Mauritanie, partout. Nous sommes menacés. Mais je ne souhaite pas que nous donnions dans la paranoïa parce que je vous donne l'exemple du 31 décembre. Le 31 décembre, le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué pour interdire les pétards. Eh bien, je peux vous dire, moi j'habite à Sika Baobab, c'était comme Gaza, il y avait des pétards de partout, n'est-ce pas? Donc les gens se sont assis sur son arrêté. Ça, c'est de la paranoïa. Quand les gens s'amusent, ils tirent leurs pétards, ils font leurs fêtes, je pense qu'il faut avoir des systèmes d'information assez rapides, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas mettre les gens dans la paranoïa. Personne n'a respecté ça. Vous avez vu qu'il y a un recrutement prévu de 2600 policiers et un investissement colossal dans des caméras de surveillance. 5 milliards, oui. Oui, mais il m'est difficile. Si j'étais à la place de ceux qui décident, je risque d'aller dans ce sens-là. Je préfère, parce que si on ne le fait pas et qu'il se passe quelque chose, on va nous dire, ah oui, mais c'est parce que vous ne l'aviez pas fait. Tout ce que je dis, on peut faire des caméras de surveillance, mais ça peut être discret. Vous savez, il y a des caméras qui sont des boules, vous ne savez pas que c'est une caméra. On peut faire des choses discrètes. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Pour le reste, il faut éviter d'apeurer les gens.
Aujourd'hui, vous avez des situations où, franchement, vous vous dites, mais ils ont peur de quoi? Et la Comprenez? recrudescence de l'insécurité urbaine, la délinquance, là, il y a semble-t-il, une recrudescence de cambriolage, y compris armés, dans des domiciles tout à fait ordinaires, qui ne semblent absolument pas liés à la question du terrorisme. Alors, nous n'avons pas de chiffres, mais c'est un sentiment. Est-ce que vous Non, l'observez? si c'est exact, je ne peux pas penser que ce ne soit pas exact. Si c'est exact, c'est inquiétant. Je pense que c'est lié à l'inactivité de ceux qui s'adonnent à cela. D'abord, moi je suis pour que si on prend des non-sénégalais dans ce genre de choses-là, il ne faut pas simplement se contenter de les juger, de les mettre en prison, il faut les renvoyer après dans leur pays, en les fichant sérieusement, premièrement. Deuxièmement, pour les jeunes, je pense qu'il faut voir comment les aider à des activités. Je donne l'exemple ici là, de l'artère où nous sommes. Dans cette artère de Bourguiba, il y avait beaucoup d'agressions en direction des femmes, on leur arrachait des bijoux, etc. Mais on a observé que lorsque la lutte s'est développée, beaucoup ont tenté leur chance dans la lutte. Peut-être pas, ils ne sont pas tous devenus des grands champions, mais avec des petits combats, ils ont tenté leur chance et ça a beaucoup diminué. Ça me donne l'idée qu'il faut trouver des activités. Oui, une occupation. Oui. Une occupation qui rapporte des revenus aussi. Il faut trouver des activités pour la jeunesse. Et je pense que ce qui se fait aujourd'hui, par exemple dans l'agriculture, encore que l'agriculture, ça met du temps à rapporter. Mais quand ça rapporte, ça rapporte. Il faut peut-être pendant le temps où les gens investissent dans l'agriculture, les jeunes, il faut trouver des moyens de subvention pour les soutenir. Parce que l'agriculture, ça met du temps à rapporter. Je pense que c'est dans ces voies-là que nous devons aller. Oui, M. Jean-Paul Diaz, j'aurais quelques questions de caractère sociétal à vous poser. J'inviterai tout à l'heure Sophie également à en imaginer, c'est un peu la surprise du chef. M. Jean-Paul Diaz, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la burqa? Oui. Jean-Paul Diaz, est-ce que vous êtes pour l'avortement médicalisé? Oui, et ça d'ailleurs les femmes auraient dû le demander il y a très longtemps. Au lieu de demander la parité, elles auraient dû le demander il y a très longtemps. Je vais vous dire, même dans les ménages normaux, il y a des avortements qui se font médicalisés. Moi, je suis d'accord pour ça, parce que la femme est en situation de sécurité. Voilà. Monsieur Jean-Paul Diaz, est-ce que vous êtes pour la dépénalisation des délits de presse? Non. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous donner deux exemples. Récemment, c'était un vendredi ou un samedi. La presse, je ne sais plus quel journal, a sorti que le directeur général de l'agence de la CMU avait équipé son bureau à coût de 40 ou 50 millions. Moi, j'ai vendu des bureaux. Je sais que ça ne peut pas coûter ça. Même importer le plus grand luxe. Tout le Sénégal a cassé du sucre sur le dos de ce monsieur pendant tout un week-end, y compris moi-même. N'est-ce pas? Le lundi, le journal dit, ah non, il s'est trompé, ce n'était pas un seul bureau, c'était 50 bureaux. Mais c'est pas sérieux. Ce monsieur-là, il a une femme, il a des enfants, il a des voisins, des parents, des amis. Tout le monde l'a critiqué, tout le monde l'a insulté. Tout le monde a dit que c'était un voleur. Alors c'est faux. Moi, je dis que des gens comme ça, on doit les sanctionner et durement. Je vous prends un cas qui me touche plus directement. Il y a quelques jours, la presse, je crois que c'était le journal Observateur, je ne sais plus lequel, est allé dire Barthélémy Diaz est allé tirer des coups de pistolet, je ne sais pas où, chez des mécaniciens. Moi, je n'étais même pas au courant. C'est ma fille, sa petite soeur qui est à Londres, qui me téléphone le lendemain matin, toute angoissée. Je me dis, c'est quoi cette histoire-là? Je vais regarder dans le net, je vois ça. Le journal vient, je vois ça. Alors, de manière tout à fait malhonnête, on prend des images de la défense quand il défendait courageusement, lui tout seul, face à 200 énergumènes, armés, quand il défendait sa mairie. On prend cette image, on la remet. Ça, d'abord, déontologiquement, ce n'est pas sérieux de prendre des images du machin. Alors, le soir à 20h, je vais chez lui pour l'engueuler. Je dis, mais toi, comment tu peux te permettre d'aller te promener avec un flingue au milieu des gens? Il me dit, mais papa, si j'étais parti avec un pistolet au milieu des gens, à cette heure-ci, tu ne serais pas là en train de me poser des questions? À cette heure-ci, je serais devant les policiers en train de remplir des PV? Je lui dis, mais c'est quoi? Il me dit, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de pistolet, il n'y a rien eu. J'avais un taser. Voilà. Alors, il appelle la presse, il fait une conférence de presse, il rectifie tout ça, mais non, on continue par des allusions, etc. Ça, c'est pas sérieux. Il faut savoir que vous touchez les gens dans leur personne.
au niveau de leurs Un épouses. taser, c'est un pistolet, en fait. C'est pas un pistolet, Ouais, même les femmes ont ça dans leur sac pour se protéger. Exactement. Les gardiens, les gens C'est qui juste font une du décharge gardien, électrique, c'est en fait. pour Mais effrayer quand même, les la gens. mairie, dans ses opérations, est entourée de la force publique. Non, non, il n'était même pas venu pour ça. Il n'était même pas Une venu question pour ça. sociétale Il était avec venu ça, pour discuter avec eux d'un arrangement qui avait été obtenu avec leur bureau. Tu comprends? Monsieur Diaz. C'est ça. Mais une fois qu'on vous a mis, vous êtes un assassin, vous êtes un truc, bon. Monsieur Diaz, il y a Oui. quelques années, il y a une dizaine d'années, le maire de New York, M. Giuliani, qui était quelqu'un avec un très fort tempérament, avait estimé que les New-Yorkais étaient très impolis, que la ville de New York était connue pour être très impolie, donc que les New-Yorkais étaient impolis. Il a lancé une grande campagne pour la politesse. Ça a eu surpris tout le monde, mais ça a été un besoin. Bon, on verra, je ne sais pas les résultats, ce que ça a vraiment donné. Est-ce que vous diriez que, après ce que vous avez dit là, ce qui arrive à votre fils, la presse, toutes les choses dont on a parlé, qu'il y a un manque de sérénité? Est-ce que vous observez un manque de sérénité dans le pays? Est-ce qu'il faudrait une campagne de Non, sérénité? je pense qu'il y a beaucoup de pagaille, il y a un manque d'autorité. Ça, autorité dans les familles, autorité dans les milieux, il y a un manque d'autorité. Peut-être que l'autorité n'existe aujourd'hui, peut-être que dans les entreprises. Ce qu'il faut, il faut respecter les gens. Un monsieur est maire, il vient vous parler. Si c'était un ministre, vous ne lui jetterez pas des cailloux. Si c'était un commissaire, vous ne lui jetterez pas des cailloux. Il n'est même pas venu pour vous déloger, il est venu vous parler de quelque chose qui vous concerne, qui engage le bureau de l'association que vous aviez créé. N'est-ce pas? Il a négocié pour vous qu'au moment où vous allez quitter, qu'on vous donne remettre 60 millions. Il l'a obtenu pour vous. Il venait vous annoncer ça. Alors quel est le problème comportemental là? Non, On s'attaque à quoi? non, je pense qu'il y a un manque d'autorité dans les familles, un manque d'autorité dans tous les milieux. Les chefs ne sont pas des chefs, comprenez? Moi, je vois par exemple, vous traitez de quelque chose avec quelqu'un, vous allez voir son chef, vous feriez mieux de commencer par lui d'ailleurs. Vous allez voir son chef pour qu'il lui donne l'ordre de le faire, il ne le fait pas. Et il ne se passe rien. Voilà. Pour terminer, M. Diaz, est-ce qu'on peut, le manque d'autorité que vous dénoncez là, est-ce qu'on peut également l'étendre sur le littoral, par exemple, sur la côte de Dakar, où malgré des décisions qui sont prises pour arrêter des travaux qui sont vraiment illicites, les gens constituent encore certaines portes, continuent à construire encore sur le littoral. Est-ce que vous serez éventuellement pour qu'on institue effectivement une sorte de taxe pour ceux qui sont sur le littoral pour lui restituer un peu sa valeur économique, sa valeur sociale et sa valeur culturelle? La péninsule est bunkérisée. Non, vous savez, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait eu le Radisson. Je donne un exemple. Tout ce coin-là, moi je suis dakarois, je connais ça depuis toujours. Tous ces coins-là, c'était des coins de fumeurs de yamba, d'agresseurs, etc. Qu'il y ait eu le Radisson, ça a mis de la valeur à cette zone-là. Qu'il y ait eu le Sea Plaza, qu'il y ait eu le Terrou-Bi, tout ça, ça a mis de la valeur. Peut-être, je ne suis pas architecte, peut-être que les architectes peuvent nous dire ça ne devrait pas dépasser tel niveau, etc. Tout ça, je suis d'accord. Parce qu'on peut construire, qui fait qu'à partir de la route, vous ne voyez pas, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'élévation. Tout ça, je suis d'accord. Je suis d'accord d'ailleurs aussi pour qu'il y ait une taxe pour les gens qui bénéficient de ce port de mer. Je trouve que c'est juste, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas être dans un absolu contre un autre. Il ne faut pas dire restons comme ça, comme Robinson Crusoe, ne construisons rien du tout. D'accord, ceux qui apportent une valeur ajoutée à l'économie, d'accord, Oui. mais à un moment donné, disons, il y a énormément de particuliers aujourd'hui qui contribuent à bunkériser complètement cette péninsule et qui n'apportent rien à la collectivité. Et le problème, c'est que finalement, c'est ça, on est complètement fermé, qu'on attribue quelques espaces, d'accord, et qu'on dise à la limite 10% du littoral va être construit, mais que 90 à 95%, j'invente un chiffre, mais vous comprenez l'esprit de ma question, soit attribué comme ça. Les gens disent non. Non, ces gens qui sont attributaires, Oui. qui construisent des maisons, souvent, ils ont eu plusieurs attributions. Plusieurs. C'est ça. Et c'est les mêmes, y compris des magistrats. C'est les mêmes, bien sûr. Y compris des magistrats. On fait quoi, Et alors? non, c'est-à-dire que, c'est pourquoi je vous dis, c'est un problème d'autorité d'État. Pourtant, l'État marque son autorité ailleurs. Quand les gens, par exemple, vers Anne, là, récemment, ou bien vers l'aéroport, construisent illégalement, on a détruit les maisons. Il faut détruire les maisons. Les maisons doivent être construites quand toutes les autorisations normales ont été données. Mais les autorisations ne doivent pas être données par copinage. Elles doivent être données objectivement. N'est-ce pas? Quelqu'un qui construit quelque part où il ne dérange pas
ou bien il amène une vraie valeur ajoutée, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il doit pouvoir le faire. Eh C'est bien, un point de vue. acceptons-en l'augure, M. Diaz, merci. Je vous rappelle qu'à moins de 200 mètres de la poudrière, une clinique est en train de se construire sur la corniche. Quelle Je pense poudrière? que c'est la cache d'armes la cache d'armes qui se trouve sur la corniche. Quelqu'un est en train de construire effectivement une clinique, ce qui me paraît tout à fait scandaleux. Mais disons que maintenant, il faut déploiement y arriver, trouver à faire en sorte On que... n'a pas besoin, des pour mettre décisions- une clinique, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Tout à fait, vous avez parfaitement On n'a raison. pas besoin d'aller là-bas. Donc voilà, donc Sans détour est terminé. Je remercie donc M. Jean-Paul Diaz. Je rappelle que cette émission a été réalisée en collaboration avec Le Quotidien, avec évidemment CNE+, et la grande école Sub IMAX. Nous avions donc au plateau pour interroger M. Diaz, M. Mohamed Gueye du Quotidien, M. Ibrahima Nissa Faye de Presse Afrique et Mme Safili, consultante, ancienne rédactrice en chef de Sud, et moi-même, Momar Ndiaye, éditorialiste en CNE+. Merci, M. Diaz. Merci, je vous en prie. Et à la prochaine fois. C'est une ancienne directrice exécutive. C'était les deux, mon commandant. Voilà, directrice C'est exécutive. pour ça que Vraiment, merci. j'ai dit... Tu as stoïquement